plusieurs questions qui sont déjà posées et qui rejoignent des questions que moi-même je me posais également. Alors, une importante de base en fait. Est-ce que toutes ces modifications concernent aussi la fonction publique? Oui, tout à fait. En fait, la fonction publique est complètement concernée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous le savez, hein, les grandes lois sur la fonction publique, que ce soit statutaire, donc 84, 86, etc., la territoriale, médicale, etc., font référence en fait à la partie législative du Code du travail. Donc dès que le Code du travail sur une des parties bien précises vise des modifications, ça renvoie de facto, les grandes lois renvoient au Code du travail. Donc ça, c'est très clair que le texte qu'on a présenté, nous, comme salariés classiques, au sens privé du terme, s'entend bien aussi des agents de la fonction publique, tout à fait, quelle que soit la fonction publique. D'accord, parce qu'il y a des choses qui sont applicables dans le domaine du privé et pas forcément dans Oui, mais alors dans la sphère santé-sécurité, très peu, finalement. Ça a vraiment tendance à se rejoindre. Oui. Vous avez dit, il y a un renvoi pour santé-sécurité, il y a souvent un renvoi des textes publics au Code du travail. Alors, sur le document unique d'évaluation des risques, il y a quelques questions. Est-ce qu'il sera toujours quand même présenté de la même façon dans les entreprises? Est-ce qu'il y aura toujours une version papier qui devra être accessible par tout le monde? Oui, alors sur le support, il n'y a pas eu de précision, il n'y a pas eu de modification. C'est-à-dire que on peut conserver son support, le support qui est déjà utilisé, version papier manipulable et puis version digitale. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut nécessairement une version digitale qui va devoir conserver et déposer sur le portail qui sera créé à cet effet. D'accord. Alors, c'est celle-ci. Ça m'amène une question, non pas, un point de réflexion en fait. Le fait de tracer cette traçabilité du document unique, parce que jusque-là finalement il n'y avait pas cette obligation de traçabilité, donc on pouvait avoir un document unique et puis le mettre à jour et la version précédente, elle disparaissait. C'est le problème. Les versions précédentes vont rester. Exactement. En fait, ce sera un millefeuille, c'est-à-dire qu'on pourra consulter les versions antérieures. Et si le salarié en a besoin, pour des besoins procéduraux notamment, liés à, je sais pas, à une mise en place, une volonté de mettre en place une faute inexcusable de l'employeur, il aura accès aux différentes versions. Ou si c'est une maladie professionnelle et que ça s'étend sur la source remonte plusieurs années avant, il pourra effectivement avoir accès aux différentes versions et voir si le document prévoyait ou pas, anticipait ou pas son cas à lui, par exemple. Alors justement, sur les cas d'ouverture des personnes qui ont accès à ce document, donc ce sont les salariés de l'entreprise, mais également les anciens salariés, donc ça commence à ouvrir vraiment le champ des possibles, mais également toute personne présentant un intérêt. Donc ça veut dire que ça peut être un intérimaire, qui a été salarié en l'occurrence, mais détaché au sein d'une entreprise utilisatrice. Ça peut être un prestataire, pourquoi pas, s'il justifie d'un intérêt. Donc ça peut être extrêmement un associé, un partenaire, voilà, très très vaste. Est-ce que le conjoint, par exemple, prenons un cas dramatique, le conjoint d'un salarié ou d'une salariée décédée, et sur lequel le décès, on suppose peut-être un lien avec le travail, est-ce que ce conjoint pourra y accéder aussi ou pas? Il faudra passer par un avocat, par exemple. Alors, on peut penser que oui, parce qu'à partir du moment où le texte prévoit que toute personne qui aurait un intérêt, l'idée c'est bien sûr de justifier d'un intérêt, et on peut tout à fait penser qu'un conjoint d'un salarié qui a été victime, en tous les cas supposé d'un accident du travail, maladie professionnelle, a tout intérêt à pouvoir avoir accès à ce document. Possiblement, oui. Ça va contraindre beaucoup plus les entreprises à être très en phase avec la réglementation et la prévention. Mais déjà, adopter le document unique, puisque les statistiques du travail, c'est 45% seulement des entreprises qui l'ont sur les dernières enquêtes qui ont été faites par le ministère du Travail. Donc déjà premier pas, le prendre, l'adopter, ce document unique, s'en emparer, ce qui n'est pas le cas de certaines entreprises, sans doute par méconnaissance. Donc déjà, c'est un vrai sujet. Je pense que ça va peut-être faire œuvre de pédagogie
et il l'a adopté de façon complète. Il y a des nouveautés, évidemment, l'exposition aux risques chimiques, biologiques, même s'il existait, est étendu et contraignant. Donc, ça va effectivement contraindre les entreprises, même les toutes petites entreprises, dès le premier salarié, à avoir ce réflexe de quelque chose de très complet. Un vrai outil, en fait, ergonomique, aussi avec ce plan renforcé sur le plan annuel. D'accord. Et puis, ça va nécessiter vraiment aux entreprises d'être accompagnées parce que quand on prend une TPE, une petite PME, ils n'ont pas forcément de formation sur le DUER. Et pour certains, effectivement, ils ne l'avaient pas. Moi, je suis étonné du pourcentage d'entreprises qui ne l'avaient pas. J'ignorais qu'il y avait un taux aussi élevé. Et pour en avoir des documents uniques dans des TPE, PME, mais aussi dans des grands groupes à dizaines de milliers de salariés, et voir la partie risques psychosociaux, qui est celle que je connais bien, eh bien, c'était quand même souvent très léger comme analyse de risque et comme mesure de prévention, surtout primaire. Il y avait quasiment pas de prévention primaire, ou vraiment pas du tout, un peu secondaire et surtout tertiaire avec une ligne psy en cas de problème. Donc, il va falloir être beaucoup plus exigeant sur la prévention. Tout à fait. Autre question, est-ce qu'il y aura un modèle unique, toujours sur le DUER, hein, est-ce qu'il y aura, Florence demande, un modèle unique qui sera proposé, ou est-ce que ça sera encore un peu finalement à l'appréciation de chacun? Il n'y a pas de modèle unique, hein. Ça ne change rien vraiment sur le formalisme, si ce n'est le dépôt voilà, la digitalisation du document, la conservation des versions successives, mais il n'y a pas de formalisme exigé. D'ailleurs, on en voit vraiment des divers et variés. Hein. Il y a certains qui sont sous tableau Excel, d'autres sous Word, par poste, par unité de travail, il y a encore il y a des choses différentes. Mais à partir du moment où ça répond aux conditions initiales du DUERP, hein, et comme je vois qu'il y a une question sur la prévention, oui, bien sûr, il faut que le DUERP mentionne justement, alors pas nécessairement le programme de prévention, mais en tous les cas pour chaque risque répertorié pour chaque poste, eh bien les améliorations qui doivent être apportées dans les mois ou dans les années qui viennent. Donc il y a vraiment un programme qui doit figurer dans le DUERP. Et de manière express. Il y a une question sur l'application au régime agricole. Est-ce qu'il y a une application pour le régime agricole ou pas, à votre connaissance? J'ai pas d'informations. Je ne sais pas si la question peut être précisée. C'est pas d'application au régime agricole, me semble-t-il, Marie-Claire. Est-ce qu'il est possible de préciser votre question? Ouais. Parce qu'en fait, le domaine agricole, c'est une entreprise. Oui, c'est ça. Donc après, il n'y a pas d'exclusion. Hein. A priori, pas d'exclusion. Donc, apparemment, il y a un salarié, secteur agricole, ou un salarié ou un travailleur, hein, d'ailleurs, parce que c'est au sens un peu plus large, parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, mais c'est la loi prévoit aussi la possibilité pour les intérimaires, pour les indépendants de pouvoir avoir. Et donc, mais sur le régime agricole et la sphère agricole, il y a pas d'exclusion. Il ne faut pas oublier qu'il s'applique à tous les salariés, hein, qu'on soit apprentis en contrat de professionnalisation, les stagiaires, les alternants. Voilà, c'est normal puisqu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est en situation de travail, il faut qu'il puisse être couvert par ce fameux document unique. D'accord. Et Eva demande quelles sont les sanctions pour les entreprises si elles ne sont pas en conformité avec ce document unique? Alors, il y a des sanctions administratives, hein, évidemment, par l'inspection du travail, hein, qui a pouvoir de contravention, ça c'est le premier sujet. Il y a un risque aussi de contravention sur le pénal. Et donc, on dissocie la structure morale, l'entreprise, la personne physique, et en cas de récidive, l'amende est majorée. Voilà, c'est-à-dire que si l'inspection du travail fait une injonction sur le document unique et que ce n'est pas suivi des faits, en cas de récidive, deuxième contrôle, l'amende est majorée. Donc, des sanctions administratives
qui peuvent avoir. Donc ça, c'est sur la partie entreprise. Et puis alors après, il y a plein d'autres risques. Oui, c'est surtout des autres risques qui sont conséquents. Voilà. Alors les risques, c'est si le salarié a un accident du travail, une maladie professionnelle, que ce n'était pas, que le document n'avait pas été pris. Évidemment, après, il peut y avoir des risques de contentieux et de dommages et intérêts importants sur l'atteinte à la santé et la sécurité notamment, donc en matière prud'homale, ou bien donc si c'est une faute inexcusable qui est reconnue parce que justement là encore l'employeur avait conscience, n'avait pas pris les mesures de prévention pour essayer d'endiguer ce risque-là, donc autre dommage et intérêt devant le pôle social du tribunal judiciaire cette fois-ci, notamment. Mais il y en a plein, on peut réfléchir évidemment parce qu'il y a plein d'incidences et en cascade. D'accord. Finalement, il y a d'un côté le fait de ne pas être à jour du document unique ou de ne pas l'avoir. Il y a des sanctions, on pourrait dire, plutôt administratives. Et de l'autre côté, en cas de contentieux, d'accident, etc., il y a d'autres sanctions possibles. Sachant exactement. Que ça peut se cumuler. C'est ça, exactement. Oui. Ça peut coûter cher. Oui, ça peut aller très loin, j'imagine bien. Ouais, oui. Sur la question du harcèlement et l'entrée des propos sexistes, donc il y a une question de Violette qui dit si une seule personne tient des propos sexistes, est-elle juridiquement responsable de harcèlement? Vous disiez tout à l'heure qu'une personne peut subir du harcèlement, même si ce sont des personnes différentes qui ne le font qu'une fois. C'est ça. Elle peut être déclarée en situation de subir du harcèlement, mais est-ce que la personne qui ne le fait qu'une fois avec des propos sexistes est considérée comme personne harcelante? En fait, le texte dit que si la personne qui tient des propos sexistes une seule fois a conscience de ce que la victime, la cible de ces propos sexistes, a subi des propos sexistes ou d'atteinte ou sexuelle par d'autres collègues, eh bien à ce moment-là, oui, il peut être pris dans la boucle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'éviter le harcèlement de masse. C'est d'éviter que finalement, on puisse échapper à une sanction du simple fait que moi, je l'ai dit qu'une fois. Moi, ça s'est passé une seule fois. Oui, mais enfin, on sait très bien qu'un tel ou une telle est victime tous les jours de propos sexistes. Certes, peut-être pas par une personne, mais par l'ensemble, par 3-4 personnes, voilà, en groupe. Donc, c'est vraiment ce qu'a voulu englober le législateur, en fait. Après, si un salarié tient une fois des propos sexistes et qu'il n'y a pas de répétition et qu'aucun autre collègue ou travailleur intervenant ne tient ces propos sexistes, non, ça ne sera pas caractérisé. Parce que dans ce cas-là, il faudrait une répétition. Que la répétition émane de l'auteur ou d'une sphère ou d'un groupe. D'accord, donc en fait, c'est une extension de la question de répétition. C'est ça. Passer au fait que ça se répète sur différentes personnes. C'est ça, exactement. C'est la notion de répétition. Ce qui est un sujet difficile parce que dans les formations que je peux faire dans les entreprises, je vois bien que la question de propos à connotation sexiste ou voire sexuelle, c'est un sujet délicat. Les gens disent, mais alors, on peut plus plaisanter. Voilà. Il suffit de faire une blague de mauvais goût sur une caractéristique physique féminine et finalement les gens disent on n'a même plus le droit de dire ça, on peut plus rien dire. Alors il y a quand même un petit garde-fou parce que le texte a quand même conservé le fait que ce soit une atteinte à la dignité. Donc après c'est toujours des notions subjectives. Qu'est-ce qui constitue une atteinte à la dignité? Ça peut, pour certains, ça peut être rapide. Mais il suffit de 2 phrases, 2 remarques en 20 secondes et c'est constitutif de harcèlement sexuel. Donc effectivement, je pense que c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention, même sur les plaisanteries. Sur l'humour. Voilà. Ce qui fait que l'humour doit changer en entreprise. Mais non, mais c'est vrai. On ne reçoit pas de la même façon. Voilà, c'est quelque chose de personnel aussi. On connaît bien un collègue, on sait que c'est plutôt son état d'esprit, que c'est pas le cas, mais de façon globale, oui, on doit tous changer en principe au comportement sur ce thème-là. Oui.
Sur le passeport de prévention, il y a Eva qui demande quel est le but finalement de ce passeport. Est-ce que il y a une question de limiter les formations? Et puis, qu'en est-il de la confidentialité que l'on a aujourd'hui grâce au CPF? Alors sur cette question-là, le passeport prévention, alors je j'ai pas vu les échanges au niveau du Sénat sur vraiment les coulisses de l'émergence de ce passeport de prévention. Je les ai pas lus, mais de ce que je comprends quand même de ce texte, c'est que finalement l'idée c'est quand même de valoriser le salarié qui est muni d'un passeport de prévention. Parce que du coup, le salarié va pouvoir se prévaloir du contenu de ce passeport en indiquant, voilà, moi j'ai été formé à tel et tel pour éventuellement être embauché, pour éventuellement faire partie d'une cellule de crise, entre guillemets, dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est... Le personnel d'encadrement aussi, c'est très important. Pareil, un exemple simple, BTP, conducteur de travaux qui, par exemple, aurait la tâche de vérifier que les équipements de sécurité sont bien portés, correctement portés et au complet. C'est vrai que d'avoir ce passeport, d'avoir suivi des formations de son initiative ou de celle de son employeur, c'est extrêmement valorisant. Voilà. C'est valorisant et pour l'employeur, là où c'est intéressant, c'est qu'il peut quand même justifier du fait que s'il place, par exemple, un référent égalité homme-femme dans tel service, se dire mais moi je place cette personne-là, c'est pas parce que c'est mon préféré ou au contraire parce que c'est pas arbitraire, mais c'est parce que dans son passeport de prévention, il s'avère qu'il a les références requises. Après, c'est vrai qu'il y a une question de confidentialité, je le vois dans une des questions, la question de confidentialité. Le salarié est seul maître de son passeport de prévention. Ça signifie en d'autres termes que s'il ne souhaite pas que l'employeur ait accès à son passeport de prévention, eh bien, il refuse de le transmettre. Voilà. Tout ça, il autorise l'employeur. C'est lui qui donne son consentement. Donc, en fait, c'est un passeport que le salarié a et qu'il peut rendre accessible à l'employeur ou pas. C'est ça. Okay. Et qui est rempli au fur et à mesure par les organismes de formation elles-mêmes et qui est alimenté, enrichi. Alors, l'articulation avec le passeport qui existe déjà, il y a un passeport de formation qui peut déjà exister, enfin qui est déjà en vigueur. Alors le passeport de prévention, finalement, il a le même fonctionnement et il peut même se fusionner. Voilà. D'accord. En fait, c'est aussi, en fait, ça protège en plus tout le monde ce passeport de prévention. Ça permet de mettre des salariés formés sur des responsabilités. Ça protège et les salariés et les employeurs. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que si le salarié n'a pas du tout envie de s'encombrer d'une tâche liée à la santé et à la sécurité, il peut tout à fait ne pas le transmettre ou le transmettre, mais en indiquant qu'il ne souhaite pas mettre à profit ces formations. Donc, il n'y a pas d'obligation liée à ce passeport. D'accord. Il ne peut pas y avoir de sanction en cas de refus de transmission du passeport. Voilà, ça aussi, c'est très clair. Est-ce que, autre question de Florence qui demande si ce passeport prévention pourrait être ajouté au CPF? Est-ce qu'il peut être ajouté? Est-ce qu'on peut faire des formations en tirant parti du CPF? À mon sens, oui, parce que ce sont les formations que peut faire à son initiative le salarié. Donc là, c'est évidemment grâce notamment au CPF, ou alors des formations que lui a proposé son employeur dans le cadre de l'entretien professionnel, par exemple. Donc, c'est les deux. Donc, pour moi, le CPF peut tout à fait servir à suivre des formations en santé. Voilà, dans le domaine. La seule particularité de ce passeport, c'est qu'il regroupe vraiment les formations, les certificats, les attestations qui sont en rapport avec la santé et la sécurité au travail. Voilà, ça n'englobe pas les autres formations en langue, que sais-je, qu'il y a pu avoir. Bien sûr, oui. Ouais. Sur la visite de fin de carrière, est-ce qu'on a un délai avant la fin de carrière, justement? Est-ce que c'est vraiment à la fin de carrière, par exemple dans la dernière année d'exercice, que l'on a cette visite, ou est-ce que c'est 2, 3, 4 ans avant, afin d'anticiper? Est-ce qu'il y a plus de précision sur ça? À ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Moi, d'après ce que j'ai lu des textes, on peut l'anticiper. Alors peut-être que les spécialistes parmi nous qui font partie, donc les médecins du travail, ont peut-être plus de précision à donner sur ce point. Mais moi, j'avais
pouvait anticiper à 2-3 ans justement cette visite médicale pour la rendre plus efficace, justement, au contraire, Oui. pour permettre un départ à la retraite qui soit plus construit, plus en rapport justement avec des contraintes liées à l'âge et à la sortie d'une activité professionnelle. Mais j'ai pas de précision par rapport au délai. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas la dernière année, c'est pas 6 mois avant l'arrêt de l'activité, le départ en retraite qu'il faut s'y intéresser. C'est un petit peu avant, de manière à pouvoir organiser ces dernières années qui, dans certains métiers, peuvent devenir très difficiles quand même. Moi, de ce que j'ai vu, en tous les cas, c'est généralement, elles sont organisées 2-3 ans avant. Oui. Donc, ça vise en priorité les salariés sous surveillance renforcée. Donc, on peut imaginer qu'en principe, le salarié est déjà, en principe, très bien suivi par le médecin du travail, justement pour faire que l'état de santé, j'imagine, soit complètement stable, voir si les derniers mois sur le même poste de travail, c'est encore possible. Voilà, là encore, je pense que l'esprit de la loi, c'est de permettre vraiment, de façon plus poussée pour les salariés, d'avoir accès au médecin du travail. Donc, il y a des dates charnières, 45 ans, milieu de carrière, fin de carrière, et de pouvoir poser des questions aussi, avoir peut-être plus de temps, plus l'occasion d'un rendez-vous à bâton rompu aussi et livre ouvert sur je m'interroge pour ma fin de carrière, j'ai des difficultés, des TMS, des choses, etc. Et permettre de voir un petit peu comment on peut se poursuivre la fin de carrière. Mais d'ailleurs, la visite de mi-carrière, la loi dit 45 ans, mais je crois qu'il va y avoir des précisions par décret également, parce qu'il est aussi possible de l'anticiper. Et les accords de branche aussi, qui vont peut-être préciser sur certaines branches, justement, où l'âge de 45 ans sera sur des personnes qui puissent commencer bien plus tôt aussi. C'est pas forcément l'âge qui sera retenu. Bien sûr, c'est ce que Amel remarque là, avec la date de visite médicale était liée à la branche d'un métier, effectivement, parce que selon les secteurs d'activité, c'est même pas du tout la même chose. C'est ça. Ça va être revu et précisé par les différents décrets qui vont venir. Mélanie dit qu'elle ne comprend pas la notion de visite médicale de suivi dans la fonction publique, notamment à l'éducation nationale, où elle n'existe pas, hormis au moment de l'embauche, par un médecin généraliste agréé. Pour avoir personnellement passé un concours de l'éducation nationale, et effectivement, j'ai vu un médecin, pour la première fois, un médecin pour le travail à ce moment-là, aucune après. C'est un cas particulier, l'éducation nationale, soit parce que c'est vraiment un cas particulier ou parce qu'il n'y a pas, a priori, les moyens de remplir ses obligations. Est-ce que vous avez... Il y a un service de santé qui est quand même dédié à l'éducation nationale. Donc, oui. Et sur les visites obligatoires tous les 5 ans. Bon, honnêtement, je suis pas spécialiste sur ce terrain-là, donc je saurais pas vous répondre précisément. D'accord. D'accord. Il y a une autre remarque sur le manque de moyens pour certains services. Je vois. Oui, j'allais justement souligner. Oui. Clairement, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu vous développer aussi, c'est que les services, nouvelle dénomination de services de santé au travail, vont avoir d'autres missions, d'autres socles, des services à pouvoir proposer. Et effectivement, ce qui nous pose problème, enfin, ce qui nous interroge en tous les cas, c'est de savoir comment les médecins du travail et l'équipe pluridisciplinaire avec lesquels ils travaillent vont pouvoir évidemment remplir tous ces rôles. Parce que ces rendez-vous qui n'existaient pas jusqu'alors, mi-carrière, fin de carrière par exemple, d'autres modalités, les nouveaux services proposés, c'est vrai que ça c'est sur le papier. Et après, dans l'effectivité de l'entrée en vigueur de la loi et de la façon dont les services vont pouvoir fonctionner, on n'a pas encore vu les nouveaux moyens dont ils vont pouvoir bénéficier. En face, ouais. C'est vrai que sur la réorganisation du service de prévention et de santé au travail, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas développées là parce que on n'a pas suffisamment de temps, mais il y a un socle de services obligatoires, a priori, qui va devoir être déployé par ces services. Bien sûr à destination de leurs adhérents, des employeurs, des travailleurs, qui est quand même très étoffé. Ce socle va pouvoir parfois être même complété par certains services de santé au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal à imaginer
mis à part en mettant vraiment fortement les moyens, comment ça va pouvoir avoir une efficacité concrète. Ça existe pas. Moi, j'ai quand même des clients qui me disent qu'en appelant les services de santé au travail, ils peuvent avoir des personnes qui se déplacent en entreprise pour, par exemple, faire mener des actions de prévention sur telle et telle maladie, telle et telle. Ça se fait quand même. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Mais, On discutait avec beaucoup de médecins du travail, effectivement. ouais. Après, ils ont une charge de travail qui est élevée. Ils ont un nombre de salariés quand même très, très élevé. Hein. Ouais. Donc, il va falloir soit revoir les priorités des missions, soit augmenter le nombre de médecins du travail. Oui, parce que ce que prévoit la loi, c'est que c'est quand même normalement un socle de services obligatoire. Donc, normalement, toute entreprise, tout travailleur devrait pouvoir avoir accès à ces services. Mais bon. Jérôme demande si justement il n'y a pas assez de disponibilité de la part des médecins du travail pour ces visites et qu'elles n'ont pas lieu. Est-ce que l'entreprise est exposée à des risques? C'est-à-dire que si... il faudrait que l'employeur démontre qu'il a demandé les visites. Hein. Je pense qu'après, c'est une question de preuve, hein. C'est-à-dire avoir rempli les formulaires ou envoyé un mail et demandé les visites. Et puis voilà, mais potentiellement, oui, il y a un risque, bien sûr, puisque la loi prévoit que ces rendez-vous doivent être organisés. Donc, à mon sens, je ne pense pas me tromper en affirmant qu'effectivement, si l'employeur ne montre pas sa proactivité dans la démarche pour prendre attache avec la médecine du travail auquel il a adhéré, dont il relève, oui, il y a un risque. Mais c'est déjà le cas, c'est-à-dire pour les visites de reprise, on a déjà ces problèmes-là, ça arrive tous les jours, c'est-à-dire que le salarié, après plusieurs mois d'absence, arrive, normalement il doit immédiatement avoir une visite de reprise avant de reprendre tout le poste de travail. Dans les faits, il y a 2-3 semaines parfois pour avoir le rendez-vous de visite de reprise. Donc nous, ce qu'on conseille personnellement, ou en tous les cas à nos clients, employeurs, à ce moment-là, c'est de faire une dispense d'activité payée jusqu'à ce qu'elle ait la visite de reprise. Il n'empêche que c'est un coût quand même, mais par précaution, on leur conseille de le faire. Oui, il faut vraiment se protéger sur ça. Ouais. Donc là, dans le cadre de cette situation-là, il faudra que l'employeur montre vraiment qu'il a sollicité les services de santé au travail à plusieurs reprises et que c'est pas de son fait, mais du fait de l'impossibilité du médecin du travail de venir. À mon sens, voilà, c'est vrai qu'après c'est très différent si on est dans le cadre d'une visite de reprise où là il y a vraiment je dirais un risque pour l'employeur de reculer de l'échéance. Après, quand c'est une visite de mi-carrière ou de fin de carrière, s'il y a un décalage de quelques semaines ou d'un mois ou deux, je ne sais pas s'il faut encore qu'il y ait, des conséquences concrètes négatives pour le salarié. Alors, Marie-Claire, qui est médecin du travail, elle nous dit que dans la loi précédente, il est dit que l'employeur ne peut pas se cacher derrière le fait que les services de santé au travail n'ont pas de disponibilité. Alors, est-ce qu'il s'agit de se cacher ou de justifier parce que dire je me cache derrière, ils sont pas disponibles, mais j'ai pas fait de demande. Effectivement, ça en fait, c'est une question de preuve. Hein. C'est vrai qu'en cas de contentieux, nous, ce qu'on voit dans les dossiers, c'est encore une fois de démontrer l'agissement par l'employeur, la démarche effective, et pas simplement j'ai passé un coup de fil, on m'avait conduit ou j'ai pas eu de réponse, etc. Donc c'est vrai qu'après, ça c'est de la paranoïa d'avocat, mais il faut évidemment le démontrer par des échanges écrits, des mails. Autrefois c'était le fax, etc. Maintenant c'est le mail. Il faut effectivement démontrer avoir fait ces demandes à un instant T. Et donc ça suppose aussi, c'est compliqué pour les employeurs d'avoir les délais en tête, hein, c'est-à-dire que il faut avoir les délais au-delà de ce qu'on disait, visite de reprise, etc., qui vont être peut-être reprécisés à l'avenir. Mais voilà, mon collaborateur va avoir 45 ans, il faut l'avoir en tête, c'est pas facile, on l'a pas forcément. La fin de carrière approche, je prends rendez-vous pour mon collaborateur qui va avoir 62 ans, etc. Donc, ça nécessite des réflexes que les employeurs n'ont pas forcément. Une sacrée organisation, de se repenser santé du salarié en permanence, donc quel que soit l'angle. Donc ça, c'est des réflexes à acquérir, je pense vraiment aussi. Oui, effectivement, oui.
demande si le médecin du travail préconise des recommandations pour adapter le travail ou l'environnement de travail. Est-ce que l'employeur est dans l'obligation de les mettre en application? Si elle a les moyens, sauf s'il y a un problème de moyens matériels, parce qu'on peut considérer que peut-être il y a une vraie. Mais en principe, oui. Ah bah oui. On doit nécessairement, et toujours d'ailleurs, ça c'est pas une nouveauté de la loi, l'employeur doit se conformer aux prescriptions et recommandations de la médecine du travail. Ça n'empêche pas un dialogue avec le médecin du travail sur quelque chose qui serait compliqué ou si l'employeur a une autre idée sur un aménagement de poste qu'il peut proposer. Effectivement, comme disait Florence, normalement, l'employeur est tenu de suivre, et c'est heureux d'ailleurs, les préconisations de la médecine du travail. Il doit les appliquer à la lettre. Oui. Violette, qui est médecin du travail, dit que la visite de mi-carrière peut être réalisée dans les 2 ans avant l'année des 45 ans et ainsi se cumuler à un autre type de visite. D'accord. Ce qui est dire la charge de ce côté-là. Ouais. Oui, c'est-à-dire que ça permet d'étaler quand même la charge, tout à fait. Et puis. Et ça permet de cumuler avec une autre visite. Et donc, pour le médecin, il n'y a aucun rendez-vous avec. Oui, c'est effectivement ce que prévoit la loi. On peut tout à fait cumuler avec la visite classique, obligatoire, la visite de mi-carrière. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants, ou des remarques, ou des commentaires? Eva dit, est-ce que le passeport ne concerne que les formations sur la santé et la sécurité? Donc, elle dit, si on envisage une carrière dans ce domaine, en fait, de se spécialiser. C'est complètement indépendant du poste qu'on occupe ou de celui qu'on voudrait idéalement occuper sur une projection d'une carrière personnelle. C'est complètement désarticulé. C'est vraiment fait pour soi. Si la santé au travail a pour le collaborateur une place personnelle importante pour lui, il s'y intéresse, il veut faire des formations, mais il peut tout à fait avoir un métier qui n'a pas cet objet-là. Il peut, comme disait Florence, ne pas être le référent, par exemple, dans l'entreprise. Il le fait pour lui, pour ses collègues, ou par intérêt personnel, tout simplement. C'est 2 choses différentes. J'avais vu une question en préambule. Vas-y, Florence, oui. C'était une question concernant la consultation du CSE. C'était Camille. Oui, et je l'ai vu en exposant, en faisant l'exposé. Alors aujourd'hui, oui, il y a les représentants du personnel doivent avoir accès à ce qu'on appelle le programme annuel, le bilan annuel. Le bilan annuel de l'entreprise sur la santé, sécurité au travail. Ça, c'est ce qui existe, c'est l'existant. Mais là, la nouveauté, c'est que l'employeur va devoir, en plus de ce bilan annuel, produire en CSE le programme de prévention, c'est-à-dire ce qu'il prévoit pour l'avenir. Donc, c'est ça l'évolution et la différence entre le avant et le après, l'actuel maintenant. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question a priori. Violette donc demande, qui est médecin, demande sait-on comment on va formaliser la réalisation de la visite de mi-carrière sur les attestations de suivi, fiches médicales d'aptitude ou dans les annexes? Est-ce que vous avez une idée sur ça ou pas? Je n'ai pas d'idée. Je pense que sur un espace dédié sur la fiche, parce que à mon avis, il va y avoir une nouvelle case sur le formulaire, j'imagine, pour que ce soit bien précisé que c'est cette visite. Et la difficulté, c'est que, comme on disait, si elle est couplée à une autre visite, il faudra, j'imagine, que le médecin du travail coche les 2. Il faut des formulaires adaptés. C'est toujours le problème français du formulaire. Mais ça, je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser très concrètement. Oui, c'est la France. Amel demande, à propos du harcèlement, on revient sur le harcèlement, Amel demande, l'employeur doit-il prouver dans le cadre d'un contentieux qu'il y a bien eu des actions de prévention et des résultats concernant l'obligation de santé et sécurité au travail? Si un salarié invoque le harcèlement moral et que l'employeur ne fait rien, que risque-t-il?
Alors, si le salarié invoque le harcèlement, déjà, le harcèlement moral, on n'est pas sur le même domaine que le Pas harcèlement. du harcèlement sexuel, hein, c'est En pas le termes de même. régime de preuve, c'est pas la même chose. Hmm. Le harcèlement moral répond à un dispositif, à un régime de preuve qui est bien à lui et qui est pas du tout évident pour le salarié d'ailleurs. Donc, avant de pouvoir espérer avoir gain de cause sur le terrain de harcèlement moral, encore faut-il que le salarié puisse être en mesure d'apporter les éléments matériels, les premiers éléments matériels de l'existence d'un harcèlement moral qui laisse présumer une situation de harcèlement. Donc, il faut quand même qu'il y ait déjà, avant toute chose, il faut que Des le preuves. les Ouais. premiers éléments. Après, effectivement, s'il y a des premiers éléments qui sont apportés comme éléments prouvant la présomption d'existence d'un harcèlement moral, ce sera à l'employeur de pouvoir justifier qu'il a, alors, s'il veut prouver que le harcèlement moral n'existe pas, il va devoir justifier que les éléments qui sont apportés sont en réalité justifiés par un comportement, par des décisions objectives qui ne sont pas animées par un désir, une volonté de harceler ou même voilà, donc c'est objectif. Mais si effectivement l'employeur constate qu'il y a une situation de harcèlement, ce qui parfois est le cas, à ce moment-là, sa responsabilité, c'est d'avoir mis en place tout le dispositif de prévention qu'on vient de voir ensemble, donc le document unique de prévention des risques professionnels sur les RPS, les formations des managers potentiellement. Donc toute cette prévention-là doit pouvoir être mise en place et doit pouvoir prouver qu'il a réalisé, qu'il s'est conformé à la loi santé, notamment sur ce terrain-là. Et on en revient finalement à qu'est-ce qu'on risque si on ne met pas en place le DUERP. Bon, le DUERP, c'est un élément de la prévention. C'est pas toute la prévention, mais c'est un élément. Alors, que risque-t-il l'employeur? Concrètement, il risque d'être condamné sur le terrain du harcèlement moral. Alors, peut-être sur le terrain du harcèlement moral, encore une fois, sous réserve que le salarié ait apporté les éléments matériels et sans présumer, etc. Mais il peut aussi être condamné sur le terrain du non-respect de l'obligation de sécurité. Donc là, c'est un autre dispositif juridique. Mais il peut être 21 sur l'atteinte à la santé et la sécurité. Voilà. Et puis, pourquoi pas sur le terrain de la discrimination, sur voilà. Mais ça peut prendre des proportions assez larges. Oui, il peut y avoir une arborescence comme ça qui s'ouvre. Oui, sachant quand même, juste parce qu'il faut être aussi très pragmatique, et sachant qu'en première instance devant les conseillers prud'homaux, c'est quand même des demandes qui sont pas évidentes à emporter gain de cause du côté salarié. C'est très difficile, toujours, de prouver une situation de harcèlement. Une situation de harcèlement sexuel, à la limite, on y arrive un peu mieux. Parce que souvent, c'est un peu plus concret dans les... Mais alors, maintenant, avec l'intégration des propos sexistes, je pense que ça va pas être si simple. Le harcèlement, ça reste très compliqué. La discrimination, ça reste très compliqué. L'obligation de sécurité, on y arrive un peu mieux quand on est du côté salarié. Donc tout ça pour dire que c'est surtout au niveau de la cour d'appel que ça sanctionne plus lourdement. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas mettre en place tout le dispositif, mais ce que tu disais, c'est que le fait que maintenant le salarié va avoir plus facilement accès aux documents uniques, notamment, ça va redistribuer aussi les cartes dans le faisceau d'indices à apporter côté salarié et en réplique côté employeur. Je pense que ça va être différent de ce qu'on a connu. C'est-à-dire que ça va nourrir ça va nourrir le dossier du salarié. Voilà, et l'employeur, avec la traçabilité, va dire, mais regardez, mes documents uniques, ça fait X années que je prévois que, etc. Donc, on va avoir, je pense, en tous les cas, dans les contentieux, des débats différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Où on a un document unique qui est daté, mais on n'est pas sûr que la date soit réelle, entre guillemets, etc. Par exemple, des documents uniques qui sont à moitié faits, mais ça passe quand même parce que parfois les conseillers prud'hommes, parfois pour certains, ne s'y connaissent pas. D'autres s'y connaissent, mais finalement n'ont pas forcément envie de s'emparer de ce problème-là. Donc du coup, c'est sûr que c'est un enjeu fort, quoi. Sylvie demande là sur le harcèlement moral par un groupe de personnes sans que chacune de ces personnes ait agi de manière répétée. Est-ce qu'il est sanctionné de la même manière que le harcèlement sexuel?
Pour moi, oui. Pour moi, oui. A priori, oui. A priori, oui. A priori, oui. À sanctionner au niveau prud'homal, pas au niveau pénal, au niveau prud'homal. Hein. Prud'homal, oui, c'est apprécié de la même manière. D'accord. Et Amel demande, dans le cas du harcèlement moral, sexuel, quels sont les délais de prescription pour les signaler et entamer les procédures? Est-ce qu'il y a un délai à partir duquel on considère que, voilà, c'est tombé dans l'oubli? Alors, c'est normal. Alors, c'est 5 ans, sauf quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que c'est 5 ans à compter de quoi, voilà. C'est 5 ans, normalement, à partir de la révélation du fait, il y a 2 choses. Soit à partir de la révélation de l'acte quand il est isolé, soit 5 ans à compter du moment où le harcèlement a pris fin. Le dernier événement. Voilà. Oui. Donc, en général, concrètement, c'est au moment de la rupture d'un contrat. Oui, qu'on ressort les dossiers. Souvent. Mais ça peut, mais ça pourrait être avant, en fait. Ça pourrait. Puis d'ailleurs, c'est souhaitable que ce soit dénoncé avant la rupture d'un contrat, quand même. Mais voilà, la durée, c'est 5 ans. La date est souvent incertaine. C'est difficile si le salarié ne consigne pas par écrit à son manager, à un collègue, etc., au médecin du travail. La date, il y a souvent un débat là aussi sur est-ce que c'est prescrit ou pas. Après, on est sur quand même de l'infraction, enfin, même si on parle pas, là on est au pénal, donc on parle pas nécessairement d'infraction, mais on est quand même sur, en tout cas, une faute qui est continue. Donc, à partir du moment où elle est continue, on peut même remonter, tant que le salarié est harcelé, le délai de prescription ne commence pas à courir, en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que toutes les informations qui étaient souhaitées ont été transmises? Pas d'autres questions? Bon. Donc, dans ce cas, il me reste à vous remercier. Florence, merci à vous. Merci Sébastien. Poser très clair et toutes ces réponses aux questions. J'espère. Merci. Bon, très bonne journée. Voilà. Au revoir. Au revoir à tous.